L'air stagnant de l'hiver russe, lourd d'une humidité glaciale et du parfum résineux des forêts enneigées, s'infiltrait même à travers les lourds rideaux de velours cramoisi qui drapaient les fenêtres du palais Alexandre à Tsarskoïe Selo. C'était l'année 1916, et la Grande Guerre dévorait l'Europe, mais entre ces murs opulents, le temps semblait s'être figé dans une angoisse plus intime, plus lancinante que les échos lointains du canon. La Russie saignait sur les champs de bataille, mais le cœur de l'Empire, l'héritier du trône, saignait lui aussi, silencieusement, implacablement, dans le secret des appartements impériaux. Dans la chambre du tsarevitch Alexis Nikolaïevitch, la lumière du jour, pâle et froide, peinait à percer le voile de l'inquiétude. Elle se brisait en fines lances sur les icônes dorées, les cadres ouvragés des portraits de famille, et la broderie complexe des tapisseries qui couvraient les murs. Un parfum entêtant d'encens et de cire d'abeille se mêlait à l'odeur âcre des médicaments et à celle, plus subtile, du sang séché. Le petit Alexis, à peine 12 ans, gisait sur son lit à baldaquin, son visage d'enfant pâle et tiré, les lèvres fines serrées dans un effort silencieux pour contenir la douleur qui vrillait dans son genou. Son drap de lin blanc était maculé d'une tache sombre, signe irréfutable de l'hémorragie interne qu'il rongeait. Chaque mouvement était un calvaire, chaque respiration une épreuve. Ses grands yeux bleus, habituellement vifs et espiègles, étaient maintenant ternes, alourdis par la souffrance et la morphine. L'impératrice Alexandra Fyodorovna, une ombre élégante et désespérée, était à son chevet. Ses cheveux roux, autrefois flamboyants, étaient maintenant parsemés de mèches grises, tirées en un chignon strict qui ne parvenait pas à masquer la tension de son front. Ses traits fins, marqués par des années de prières ferventes et d'insomnies anxieuses, trahissaient une fatigue abyssale. Ses yeux, d'un bleu profond et perçant, étaient rougis par les larmes contenues et une veillée sans fin. Elle tenait la petite main d'Alexis dans la sienne, une main délicate mais ferme, comme si elle tentait de lui transmettre sa propre force vitale. Chaque spasme de douleur qui traversait le corps frêle de son fils était une flèche empoisonnée qui transperçait son propre cœur. Elle chuchotait des prières en vieux slave, des invocations à la Sainte Vierge et à tous les saints de la Russie, leurs noms résonnant comme des murmures désespérés dans la pièce silencieuse. Alexandra était une femme d'une piété intense, une dévotion presque mystique héritée de son éducation et exacerbée par la tragédie qui frappait sa lignée. Petite fille de la reine Victoria, elle avait apporté à la cour russe une certaine austérité germanique, mais aussi une foi inébranlable, souvent perçue comme excessive par les cercles mondains de Pétrograd. Pour elle, le monde était un champ de bataille spirituel où les forces du bien et du mal luttaient sans cesse. La maladie de son fils, cet héritage maudit de sa propre famille qui sautait une génération pour s'abattre sur l'unique héritier mâle, était pour elle une épreuve divine, peut-être une punition, mais aussi un appel à une foi plus profonde, plus radicale. Elle avait consulté les meilleurs médecins d'Europe, des charlatans autoproclamés, des moines thaumaturges. Tous avaient échoué, tous avaient haussé les épaules, impuissants face à cette maladie du sang qui transformait le corps de son enfant en un champ de mine interne. Dans son désespoir, elle s'était tournée vers l'au-delà, vers les cieux, vers les âmes pures et les prophètes. C'est ainsi qu'il était entré dans leur vie, comme une réponse à ses prières les plus ardentes, une figure venue des profondeurs de la Sibérie, un homme rude et énigmatique, doté, disait-on, de pouvoirs divins. Grigori Efimovitch Novik, mieux connu sous le nom de Raspoutine. Le tsar Nicolas II, debout près de la porte entr'ouverte, observait la scène avec une impuissance déchirante. Ses épaules, habituellement droites et royales, étaient légèrement voûtées, alourdies par le poids de l'empire et le fardeau de sa vie privée. Nicolas était un homme de famille avant d'être un souverain, un mari aimant, un père dévoué. Mais il était aussi l'empereur et autocrate de toutes les Russies, un titre qui pesait sur lui comme une armure de plomb. Ses yeux bruns, doux et mélancoliques, reflétaient une bonté naturelle, mais aussi une certaine indécision, une réticence au changement qui le rendait vulnérable au courant politique tumultueux de son époque. Il aimait sa douce Alix, d'un amour profond et inconditionnel, et voyait sa souffrance comme la sienne propre. Il n'avait jamais remis en question sa foi, ni ses choix, même les plus controversés. Son amour pour sa famille, en particulier pour son fils, était la faille dans son armure, l'endroit où l'influence de Raspoutine avait pu s'ancrer et prospérer. Le palais résonnait du silence feutré des domestiques qui se déplaçaient avec une discrétion presque fantomatique, leurs pas étouffés par les tapis épais. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, une attente anxieuse. Chaque crise d'Alexis était un rappel brutal de la fragilité de la dynastie, de la précarité de l'avenir. Sans héritier mal viable, l'Empire, déjà secoué par la guerre et les murmures de mécontentement populaire, risquait de sombrer dans le chaos. Et c'est cette peur primale, cette menace existentielle, qui avait ouvert les portes de l'intimité impériale à un paysan illettré venu du fin fond de la Sibérie. Soudain, une porte s'ouvrit au bout du long couloir, laissant échapper un filet de lumière jaune et l'écho lointain d'une voix grave. C'était lui, Grigori Raspoutine. Son nom, chuchoté dans les salons de Pétrograd et les antichambres du palais, était devenu synonyme de controverse, de scandale, mais aussi d'espoir pour l'impératrice. Il traversait le couloir avec une démarche assurée, presque dégingandée, son long manteau de paysan en drap grossier contrastant étrangement avec la soie et le brocart des murs. Sa barbe hirsute et ses cheveux longs, non taillés, encadraient un visage aux traits marqués, au nez large et aux pommettes saillantes. Mais c'étaient ses yeux qui capturaient l'attention, des yeux d'un bleu acier, perçants et d'une intensité hypnotique, capables de fixer sans ciller, de sonder les âmes, de rassurer ou d'intimider. Ils semblaient porter en eux la sagesse des steppes et la dureté de la vie sibérienne. Il n'était pas un homme de cour, cela se voyait à chaque fibre de son être.
Son odeur, un mélange rustique de fumée de bois, de sueur et d'une sève indéfinissable de la terre, était étrangère au parfum raffiné du palais. Pourtant, il marchait comme s'il était chez lui, comme s'il était le seul à pouvoir apporter une solution à cette tragédie royale. Les courtisans, les officiers, les dames d'honneur, tous le regardaient avec un mélange de révulsion, de fascination et de peur. Il était le starets, le vieil homme saint, le guérisseur, qui avait le pouvoir d'arrêter le sang d'Alexis, là où la science moderne avait échoué. Pour Alexandra, il était un envoyé de Dieu, la dernière ancre de salut dans la tempête. Pour d'autres, il n'était qu'un moujik sale, un sorcier, un charlatan qui corrompait la famille impériale et menaçait la stabilité de l'empire. Raspoutine entra dans la chambre d'Alexis sans frapper, sans hésitation. Le tsar s'écarta pour le laisser passer, une ombre de résignation sur son visage. Alexandra leva les yeux, une lueur d'espoir fébrile s'allumant dans leur profondeur. Le starets s'approcha du lit, ses bottes lourdes et craquelées foulant sans cérémonie le tapis perçant. Il ne s'agenouilla pas, ne fit aucune révérence. Il se pencha simplement sur l'enfant, ses yeux perçants fixant ceux d'Alexis. Sa voix, grave et rauque, résonna dans le silence tendu. « N'aie pas peur, petit. Ne pleure pas, le Seigneur est avec toi. » Il posa sa main large et calleuse sur le front fiévreux d'Alexis, puis sur son genou enflé. Ce n'était pas le toucher délicat d'un médecin, ni la caresse douce d'une mère. C'était un contact direct, presque brutal, imprégné d'une étrange énergie. Alexandra observa, le souffle coupé, chaque fibre de son être tendu vers ce moment. Elle avait vu cela maintes fois. Chaque fois, elle avait espéré le miracle. Et souvent, le miracle s'était produit. Sous le contact de Raspoutine, Alexis, qui auparavant gémissait et se tordait, sembla se calmer. Ses petits muscles se détendirent légèrement. Son regard, toujours douloureux, se fit moins paniqué. Le starets ferma les yeux un instant, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse, inintelligible. Puis il ouvrit les yeux, les fixant à nouveau sur l'impératrice. « Il ira mieux, Alix. Le sang va s'arrêter. » Et foi. Ses paroles étaient simples, directes, dénuées de toute fioriture. Elles n'avaient pas la sophistication des médecins de la cour, ni la rhétorique enflée des prélats. Mais elles avaient un pouvoir, une conviction qui résonnait avec la foi désespérée d'Alexandra. Elle sentit une chaleur, non pas physique, mais spirituelle, l'envelopper. Une paix précaire, fragile, s'installa dans la pièce. Le tsar, qui avait observé la scène avec un scepticisme teinté d'espoir, sentit lui aussi une légère détente. Il ne comprenait pas comment cet homme faisait, mais il ne pouvait nier les résultats. Alexis allait mieux, c'était tout ce qui comptait. Les heures qui suivirent furent une lente descente vers une accalmie. La fièvre d'Alexis diminua progressivement. La douleur s'atténua. Le saignement interne, qui avait fait gonfler son genou à une taille alarmante, commença à se résorber. Les médecins de la cour, appelés plus tard pour constater l'amélioration, se regardèrent, perplexes. Ils ne pouvaient l'expliquer. Ils avaient administré les mêmes traitements, les mêmes remèdes apaisants. Mais c'était après le passage du starets que la crise s'était résolue. Pour Alexandra, c'était la preuve irréfutable. Raspoutine était un don de Dieu, un instrument divin. Quiconque osait le critiquer, le dénoncer, était un ennemi de son fils, un ennemi de Dieu, un ennemi de la Russie. Cette conviction inébranlable de l'impératrice était le fondement de la puissance grandissante de Raspoutine. Elle le protégeait, le défendait, et lui ouvrait les portes de l'influence politique. En 1916, alors que la guerre faisait rage et que la cour impériale était de plus en plus isolée, son emprise sur Alexandra, et par extension sur le tsar, était presque totale. Les ministres étaient nommés ou destitués sur ses conseils, les décisions militaires étaient influencées par ses visions, la politique intérieure était modelée par ses caprices. Le palais Alexandre, autrefois un symbole de la grandeur impériale, était devenu un lieu d'intrigues, de rumeurs et de prophéties obscures. Les murmures de scandale couraient dans les salons de Pétrograd, dénonçant l'influence diabolique de ce moujik sur la Sainte Russie. On racontait ses orgies, ses beuveries, ses blasphèmes, ses relations avec les femmes de la cour. Mais Alexandra restait sourde à ces calomnies. Pour elle, ces rumeurs n'étaient que l'œuvre des jaloux, des ennemis de la Russie qui cherchaient à discréditer le seul homme capable de sauver son fils. Dans l'intimité de la chambre d'Alexis, le starets restait un moment, veillant sur l'enfant endormi. Ses yeux, d'une profondeur insondable, balayaient la pièce, s'attardant sur les symboles de richesse et de pouvoir. Lui, le fils de paysan du village de Pokrovskoï, dans la lointaine Sibérie, était maintenant au cœur de l'Empire, l'oreille de l'impératrice, le seul espoir de l'héritier. Il avait quitté sa terre natale des années plus tôt, poussé par une quête spirituelle, par des visions, par un appel intérieur. Il avait erré, rencontré des moines, des ermites, des sectes mystiques. Il avait développé une réputation de prophète, de guérisseur, d'homme saint, capable de voir l'avenir et de soulager la souffrance. Sa vie était un mélange de mysticisme authentique, de ruse paysanne et d'un charisme brut, animal. Il ne ressentait ni la douleur physique, ni le remords moral des hommes ordinaires. Son corps, habitué aux rigueurs de la Sibérie, était d'une résilience étonnante. Son esprit, forgé par une foi simple et une compréhension intuitive des âmes humaines, était d'une force inébranlable. Il se tourna vers Alexandra, qui le regardait avec une adoration presque aveugle. « Repose-toi, Alix, dit-il. Le petit va dormir. Le Seigneur a entendu nos prières. » Sa voix était apaisante, empreinte d'une autorité naturelle qui ne souffrait aucune contestation. Alexandra acquiesça, épuisée, mais le cœur allégé d'un poids immense. Elle savait que sans lui, Alexis n'aurait peut-être pas survécu à cette crise.
Et chaque fois qu'il sauvait son fils, il scellait un peu plus sa place au sein de la famille impériale, devenant indissociable de leur destin. Le tsar Nicolas, toujours à l'écart, observa Raspoutine quitter la pièce. Il sentait un mélange de gratitude et de malaise. Cet homme était grossier, parfois vulgaire, ses manières étaient choquantes pour la cour. Mais il était efficace, il apportait la paix à son épouse et la vie à son fils. Comment aurait-il pu le rejeter? Il était pris au piège de son amour familial, un piège tissé par le destin, par la maladie, et par la foi inébranlable de son épouse. Les jours qui suivirent virent Alexis se rétablir lentement, la marque violette de l'hémorragie s'estompant, la douleur s'atténuant jusqu'à n'être qu'un mauvais souvenir. Le soleil d'hiver, enfin, perça les nuages, jetant une lueur pâle sur les dômes dorés des églises de Tsarskoïe Selo. Mais cette accalmie n'était qu'une illusion. Au-delà des murs du palais, le monde continuait de gronder. Les nouvelles du front étaient sombres, les pertes humaines insupportables. La famine menaçait les villes, et la colère du peuple montait, lente mais inexorable. La présence de Raspoutine à la cour impériale, sa mainmise sur la famille, était perçue par beaucoup comme un symptôme de la décadence, un signe avant-coureur de la catastrophe. Les aristocrates, les généraux, les hommes politiques, tous s'indignaient de cette situation. Ils voyaient en Raspoutine non pas un saint, mais un prophète de malheur, une tache sur l'honneur de la dynastie. Ils tentaient d'alerter le tsar, de raisonner l'impératrice. Mais leurs avertissements tombaient dans l'oreille d'une sourde. Alexandra était enfermée dans sa bulle de foi et de désespoir maternel, incapable d'entendre les voix de la raison. Pour elle, tous ceux qui critiquaient Raspoutine étaient des ennemis de la Russie, des traîtres qui cherchaient à détruire sa famille. La Russie de 1916 était un empire à la croisée des chemins, déchiré entre une tradition séculaire et les impératifs d'un monde moderne en pleine mutation. Le régime tsariste, autocratique et patriarcal, luttait pour maintenir son autorité face aux aspirations démocratiques et aux revendications sociales. La guerre, censée unir la nation, n'avait fait qu'exacerber les tensions, révélant les faiblesses structurelles de l'État et l'incompétence de ses dirigeants. Et au cœur de cette tourmente, il y avait Raspoutine. Un homme simple, sans éducation formelle, mais doté d'une intelligence intuitive et d'une force de caractère hors du commun. Il avait réussi à pénétrer les cercles les plus exclusifs du pouvoir, à s'insinuer dans l'intimité de la famille impériale, à devenir une figure incontournable de la vie politique russe. Son secret résidait dans sa capacité à apaiser la souffrance d'Alexis, à offrir à Alexandra un espoir là où il n'y en avait plus. Mais aussi dans son regard, son charisme étrange, sa capacité à lire les âmes et à manipuler les esprits. Il était l'incarnation vivante des peurs et des espoirs d'une époque, un symbole de la Russie mystique et contradictoire, à la fois sainte et profane, éclairée et superstitieuse. Dans les jours qui suivirent cette nouvelle crise d'Alexis, la présence de Raspoutine se fit plus constante, plus visible. Il déambulait dans les couloirs du palais, saluant les domestiques avec une familiarité surprenante, recevant des pétitionnaires, des suppliants, des courtisans qui cherchaient à gagner ses faveurs. Son pouvoir était tel qu'il était devenu une sorte de co-régent officieux, un ministre sans portefeuille qui influençait toutes les décisions importantes. Les hommes de l'État tremblaient devant lui, craignant sa colère ou ses caprices, sachant qu'un mot de sa part à l'impératrice pouvait les précipiter dans la disgrâce. Le vent hurlait parfois autour du palais Alexandre, charriant des flocons de neige et des échos lointains du chaos. À l'intérieur, la chaleur des poêles de faïence, le scintillement des lustres de cristal, le luxe des étoffes ne pouvaient masquer la froideur grandissante qui s'installait entre la famille impériale et le reste du pays. Ils étaient isolés, coupés du monde, et Raspoutine était devenu leur unique lien, leur unique protecteur, leur unique espoir. Mais cette dépendance allait s'avérer être leur perte. L'homme qui ne ressentait aucune douleur allait, paradoxalement, devenir la source d'une douleur incommensurable pour la Russie et pour les Romanov. Son destin était désormais inextricablement lié au leur, un nœud gordien que seule une violence extrême pourrait défaire. Et cette violence, en cette année 1916, se préparait déjà dans l'ombre, portée par des mains désespérées et des cœurs remplis d'une rage froide. Les jours s'étiraient, lourds et froids, porteurs d'une menace diffuse qui planait sur le palais Alexandre comme le brouillard givré sur la Neva. L'accalmie qui avait suivi la crise du tsarévitch Alexis n'était qu'un voile ténu, vite déchiré par les vents de la discorde. Si la santé du jeune héritier s'améliorait sous l'œil vigilant de Raspoutine, la santé de l'Empire, elle, se dégradait à une vitesse alarmante. Les rumeurs, d'abord chuchotées dans les alcôves feutrées des salons aristocratiques, puis colportées avec une audace croissante dans les rues enneigées de Pétrograd, prenaient la consistance d'un poison insidieux. Elle parlait de trahison, de débauche, de sorcellerie, et toujours, au cœur de cette toile sombre, se trouvait le nom de Grigori Raspoutine. L'impératrice Alexandra, drapée dans son deuil perpétuel et sa foi inébranlable, devenait de plus en plus hermétique aux avertissements. Chaque mot de critique à l'encontre de son starets était perçu comme une attaque personnelle, une insulte à la Sainte Russie, une tentative des forces du mal de priver son fils de son seul protecteur divin. Ses yeux bleus, autrefois vifs et expressifs, s'étaient durcis, reflétant une détermination farouche, presque aveugle. Elle passait de longues heures dans sa chapelle privée, agenouillée devant les icônes scintillant sous la lueur des cierges, priant pour la Russie, pour son époux, et surtout pour Alexis. Mais ses prières n'étaient plus celles d'une humble suppliante. Elles étaient celles d'une lionne blessée, défiant le monde entier pour défendre sa progéniture et l'homme qu'elle croyait être l'envoyé de Dieu. Son isolement s'accentuait. Les dames d'honneur, autrefois ses confidentes, se tenaient à distance, craignant son humeur changeante et les accès de fureur qu'elle manifestait lorsqu'on osait douter des pouvoirs du moujik.
Les ministres, lorsqu'il était convoqué, se retrouvaient face à une impératrice dont les décisions semblaient dictées par une puissance invisible, dont les arguments se perdaient dans un mysticisme impénétrable. Pour eux, le palais Alexandre n'était plus le centre du pouvoir impérial, mais un temple étrange où un paysan sibérien officiait, manipulant les fils du destin russe. Le tsar Nicolas II, lui, était un homme déchiré. Il aimait Alexandra d'un amour profond et sincère, un amour qui avait survécu aux épreuves et aux calomnies. Il voyait la souffrance dans ses yeux, la terreur qu'elle éprouvait à l'idée de perdre Alexis. Et il voyait aussi l'effet apaisant de Raspoutine sur son fils, la paix précaire que le starets apportait à sa famille. Comment aurait-il pu arracher cette encre de salut à son épouse, même si cette encre menaçait d'engloutir son empire? Ses journées étaient un balai incessant entre les exigences de la guerre, les rapports des généraux souvent désastreux, et les requêtes de son épouse, toujours plus pressantes. Il signait des décrets, ratifiait des nominations, souvent sur les conseils de Raspoutine, transmis par Alexandra. Ses doigts, habitués à manier la plume impériale, tremblaient parfois lorsqu'il apposait sa signature sur un document qui destituait un ministre compétent pour le remplacer par un homme de paille du starets. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds, mais la peur de voir Alexis succomber à une nouvelle crise, la peur de briser le cœur de son épouse, le paralysait. Il se réfugiait dans la lecture, dans la solitude de son bureau, ou dans de longues promenades dans les parcs enneigés de Tsarskoïe Selo, cherchant un répit à l'angoisse qu'il rongeait. Ses yeux mélancoliques scrutaient l'horizon, comme s'il cherchait des réponses dans le ciel bas et gris de l'hiver russe, mais ne trouvait que le reflet de son propre désespoir. Pendant ce temps, Raspoutine évoluait dans les couloirs du pouvoir avec une assurance déconcertante. Son aura s'était épaissie, nourrie par la dévotion de l'impératrice et la passivité du tsar. Il recevait dans ses appartements modestes, situés non loin du palais, une foule hétéroclite de courtisans ambitieux, d'hommes d'affaires véreux, de femmes de la haute société en quête de faveur ou de réconfort spirituel. L'air y était souvent épais de fumée de tabac bon marché, de l'odeur âcre de l'alcool et de parfums capiteux. Il les écoutait, les conseillait, les bénissait, parfois les admonestait avec une franchise brutale. Ses manières rustres, son langage souvent grossier, loin de les repousser, semblaient les fasciner, comme si cette authenticité brute était la preuve de sa sainteté. Il était devenu le pivot de la cour, l'oracle que tous cherchaient à flatter ou à corrompre. Les nominations aux postes clés de l'administration, de l'armée, de l'Église, passaient souvent par son approbation. Des ministres étaient destitués sur un simple caprice, des généraux rappelés du front sur un mauvais pressentiment du starets. La bureaucratie impériale, déjà engourdie par des siècles de tradition, s'enfonçait davantage dans l'inefficacité et la corruption, minée par ces changements arbitraires. Un après-midi de novembre, le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, un oncle du tsar, homme d'une stature imposante et d'une réputation militaire respectée, fut démis de son commandement suprême des armées russes. La rumeur courait que cette décision, désastreuse pour le moral des troupes et l'organisation militaire, était due à l'influence de Raspoutine qui aurait vu le grand-duc comme un obstacle à la victoire. Nicolas II prit personnellement le commandement, une décision qui le liait encore plus étroitement au revers militaire et qui éloignait davantage l'empereur de la capitale, le laissant aux mains d'Alexandra et de son starets. Cette décision fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour de nombreux membres de l'aristocratie et de la Douma. L'indignation montait, transformant les murmures en grondements. Des hommes et des femmes de pouvoir, habituellement rivaux, commencèrent à se rapprocher, unis par une même conviction, Raspoutine était un cancer qui rongeait la Russie de l'intérieur. Le prince Félix Youssoupov, jeune aristocrate d'une richesse fabuleuse et d'une élégance raffinée, cousin par alliance du tsar, ressentait cette indignation avec une acuité particulière. Il était marié à la grande-duchesse Irina Alexandrovna, nièce de Nicolas II, et la déchéance de la famille impériale le touchait au plus profond de son patriotisme. Félix, avec ses traits fins, ses yeux sombres et son goût prononcé pour le mystère et le théâtre, était un homme complexe. Il avait d'abord été fasciné par Raspoutine, comme tant d'autres, attiré par son charisme brut et sa réputation de guérisseur. Il l'avait même fréquenté un temps, écoutant ses prophéties et observant ses manières peu orthodoxes. Mais la fascination avait vite tourné au dégoût, puis à la rage, à mesure qu'il voyait l'emprise du moujik sur la famille impériale et les conséquences désastreuses de son influence sur la nation. Assis dans son vaste salon du palais Moïka, dont les fenêtres donnaient sur le canal gelé, Félix contemplait la neige qui tombait sans relâche. L'atmosphère était lourde, imprégnée de l'odeur du cuir et des livres anciens. Les flammes dans la cheminée projetaient des ombres dansantes sur les portraits de ses ancêtres. Il tenait à la main un verre de cognac, dont l'ambre liquide reflétait la lumière vacillante. Son esprit était agité. Il avait assisté aux réceptions où Raspoutine, ivre et bruyant, se vantait de son pouvoir sur l'impératrice, où il proférait des obscénités à l'oreille de dames de la haute société, où il se livrait à des comportements scandaleux. Il avait entendu les rumeurs les plus folles sur ses orgies, ses relations avec des sectes hérétiques, sa corruption. Et il avait vu la Russie s'enfoncer, jour après jour, dans un chaos grandissant, tandis que l'homme qui avait le pouvoir de la sauver restait aveugle. À ses côtés, d'autres voix s'élevaient, d'autres cœurs brûlaient d'une rage similaire. Dimitri Pavlovitch, un autre grand-duc, cousin germain du tsar, jeune officier impétueux, partageait la même frustration. Vladimir Pourishkevitch, député ultra-conservateur à la Douma, orateur flamboyant et nationaliste ardent, dénonçait publiquement Raspoutine comme un antéchrist, un agent allemand, un traître, qui menaçait l'existence même de la Russie.
Il avait prononcé des discours enflammés devant l'Assemblée, implorant le tsar de se débarrasser de ce « diable » qu'il manipulait. Mais ces paroles n'avaient eu aucun écho auprès de l'impératrice. Le palais Moïka devint un lieu de rendez-vous discret, de conciliabule secret. Les lumières y brûlaient tard dans la nuit, tandis que les conspirateurs, des hommes d'honneur et de pouvoir, esquissaient les contours d'un plan désespéré. Leurs discussions étaient empreintes d'un mélange de panique, de fureur et d'un sens du devoir patriotique. Ils parlaient de l'honneur de la Russie, de la dignité de la famille impériale, de la nécessité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour eux, le meurtre de Raspoutine n'était pas un crime, mais un acte de salut national, un sacrifice nécessaire pour sauver la monarchie et le pays du désastre imminent. Pour Félix, la décision fut difficile, mais inéluctable. Il était un homme d'art et de beauté, non de violence. Mais la situation était devenue intolérable. L'influence de Raspoutine était telle qu'elle paralysait l'État, discréditait la monarchie et menaçait l'existence même de la Russie. Il se sentait investi d'une mission, d'une responsabilité historique. Il fallait en finir avec ce starets, qui, avec son regard perçant et son charisme étrange, avait ensorcelé l'impératrice et plongé le pays dans le chaos. Pendant ce temps, Raspoutine continuait sa vie, insouciant des complots qui se tramaient dans l'ombre. Son corps, habitué aux rigueurs de la Sibérie, semblait insensible aux excès de sa nouvelle vie. Il buvait des quantités phénoménales de vodka, veillait jusqu'à l'aube dans des tavernes enfumées de Pétrograd, se livrait à des orgies avec des admiratrices de tout rang. Et pourtant, il se levait le matin, souvent à peine éméché, prêt à recevoir ses visiteurs, à prodiguer ses conseils, à exercer son pouvoir. Il se moquait des menaces, des insultes, des tentatives d'assassinat passées. Il avait été poignardé une fois par une femme fanatique, mais avait survécu, renforçant sa légende d'homme invulnérable. Pour lui, ces attaques n'étaient que la preuve de sa mission divine, des épreuves que le Seigneur lui envoyait pour tester sa foi. Son regard bleu acier, si souvent décrit comme hypnotique, portait désormais une pointe d'arrogance. Il se sentait intouchable, protégé par la foi de l'impératrice et par une force mystique qu'il puisait dans les profondeurs de sa propre âme. Il se considérait comme le véritable gardien de la Russie, le seul à comprendre les vœux de Dieu pour le pays. Les aristocrates, les ministres, les généraux n'étaient pour lui que des marionnettes, des êtres faibles et corrompus, incapables de comprendre la vraie nature du pouvoir et de la foi. Un soir de décembre, alors que le blizzard soufflait sur Pétrograd, enveloppant la ville dans un linceul blanc et glacé, Raspoutine était assis dans son appartement, entouré de quelques fidèles. L'atmosphère était chargée de l'odeur sucrée de l'encens qu'il aimait brûler, mêlée à celle du vin chaud épicé. Il racontait des anecdotes de sa vie en Sibérie, des récits de miracles et de prophéties, sa voix rauque emplissant la petite pièce. Ses cheveux emmêlés et sa longue barbe hirsute encadraient un visage où se mêlait la ruse paysanne et une sagesse ancestrale. Soudain, une jeune femme, une admiratrice fervente, la baronne X, leva les yeux, une expression d'inquiétude sur son visage délicat. « Père Grigory, commença-t-elle, on dit que des gens complotent contre vous. » Des voix s'élèvent, de plus en plus fortes. « N'avez-vous pas peur ?» Raspoutine la regarda, ses yeux scintillant d'une lueur étrange. Il éclata d'un rire grave et guttural qui fit vibrer les bibelots sur la cheminée. « Peur, ma petite ? De quoi aurais-je peur ? Le Seigneur est avec moi. Et les hommes sont des mouches. Ils bourdonnent, ils piquent, mais ils ne peuvent rien contre la volonté divine. » Il tendit sa main large et calleuse, sur laquelle les veines ressortaient comme des racines d'arbres, et la posa sur le front de la jeune femme. « Ces complots ne sont que l'œuvre du diable. Mais le diable ne vaincra pas. La Russie a besoin de moi. Alexis a besoin de moi. Et tant que le petit prince respirera, personne ne pourra me toucher. » Ces paroles résonnaient avec une conviction absolue, une assurance qui ne laissait aucune place au doute. Pour lui, sa survie était liée à celle d'Alexis. Sa mission était de maintenir le jeune héritier en vie, et par extension, de maintenir la dynastie Romanov et la Sainte Russie. C'était une symbiose mystique, une destinée partagée. Et cette croyance le rendait véritablement intrépide, insensible aux menaces qui auraient terrifié n'importe quel autre homme. Il ne ressentait pas la douleur de la peur, pas plus qu'il ne semblait ressentir la douleur physique. Son corps, son esprit, étaient forgés dans un acier sibérien, trempé par des années de privation et de vision. Pourtant, même les plus intrépides peuvent être piégés. Le complot prenait forme, nourri par la haine et le désespoir. Félix Yusupov, Dimitri Pavlovitch et Vladimir Pourishkevitch se réunissaient plus fréquemment, affinant leurs plans. Ils savaient que tuer Raspoutine ne serait pas chose aisée. Sa réputation d'invulnérabilité, ses prétendus pouvoirs mystiques, le rendaient difficile à approcher et encore plus difficile à éliminer. Il devait être rusé, utiliser les propres faiblesses du starets contre lui. Le plan commença à se dessiner, un mélange d'attraction et de répulsion. Félix, avec sa beauté androgyne et son charisme aristocratique, devait servir d'appât. Il inviterait Raspoutine à son palais, sous prétexte d'une rencontre intime, d'une soirée musicale, d'une discussion spirituelle. Le starets, connu pour sa faiblesse pour la haute société et les femmes, ne pourrait résister à l'invitation d'un prince aussi éminent. La neige continuait de tomber sur Pétrograd, recouvrant les toits des palais et des églises d'un manteau immaculé. Mais sous cette pureté apparente, la ville bouillonnait. Les files d'attente s'allongeaient devant les boulangeries, les prix flambaient, les rumeurs de défaites militaires se multipliaient. La guerre, loin d'être un facteur d'unité, était devenue un catalyseur de la désintégration sociale. Les journaux, sous la censure, peinaient à masquer l'ampleur du désastre. Au palais Alexandre, Alexandra restait recluse, son visage éclairé par la seule lueur de sa foi.
Elle écrivait de longues lettres à Nicolas, qui était au quartier général du front, le suppliant de ne pas écouter les mauvais conseillers et de suivre les visions de Grigori. Elle était convaincue que la Russie ne pouvait être sauvée que par la prière et par l'intercession de son starets. Le monde extérieur, avec ses clameurs et ses complots, était pour elle une illusion démoniaque, une tentation à laquelle il ne fallait pas céder. Nicolas, quant à lui, lisait ses lettres avec un cœur lourd. Il aimait sa femme, mais il sentait le gouffre se creuser entre elle et la réalité. Il était le tsar, le chef des armées, mais il se sentait impuissant face à l'emprise de Raspoutine sur l'esprit de son épouse. Il savait que la réputation de la dynastie était en jeu, que l'empire chancelait. Mais son devoir de protéger sa famille primait surtout. Cette loyauté, cette tendresse, étaient sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Raspoutine, inconscient de l'étau qui se resserrait autour de lui, continuait de jouir de son pouvoir. Il se promenait dans les rues, reconnaissable à sa silhouette massive, à son manteau de paysan, à son chapeau haut de forme. Les gens le regardaient avec un mélange de crainte et de fascination. Certains se prosternaient, demandant sa bénédiction. D'autres crachaient par terre, murmurant des malédictions. Il absorbait tout, indifférent, comme une éponge absorbe l'eau. Les émotions humaines, bonnes ou mauvaises, ne semblaient pas l'atteindre au plus profond de son être. Il était un phénomène, un anachronisme, un homme hors du temps, propulsé au cœur d'une crise historique. L'hiver de 1916 s'annonçait comme l'un des plus froids que la Russie ait connu. Le gel mordait la peau, la faim tenaillait les ventres. Et dans les salons dorés des palais, le feu de la conspiration brûlait avec une intensité croissante. Les conspirateurs, tous nobles et patriotes, étaient prêts à franchir le pas, à commettre un acte qui allait changer le cours de l'histoire russe. Ils étaient convaincus que le destin de l'Empire reposait sur leurs épaules, et qu'ils devaient agir, coûte que coûte. Le temps des avertissements était révolu, le temps de l'action était venu, et l'homme qui ne ressentait aucune douleur allait bientôt être confronté à une épreuve d'une nature bien différente, une épreuve qui testerait les limites de son invulnérabilité, non pas face à la maladie ou à la superstition, mais face à la rage froide et calculée de l'aristocratie russe. La scène était prête pour le drame final, un drame qui allait se jouer dans l'opulence sinistre d'un palais, sous le regard indifférent des étoiles d'hiver. Décembre 1916. Le souffle glacé de la neve charriait des promesses de neige et de gel éternel sur Pétrograd, enveloppant la ville impériale dans un linceul de silence et de mystère. Au palais Moïka, la tension était une corde de violoncelle tendue à se rompre, vibrant dans le luxe feutré des salons. Félix Youssoupov, le prince, avait envoyé l'invitation, une convocation à peine déguisée en proposition de soirée intime. Il avait choisi la nuit la plus longue, celle du 16 au 17 décembre, pour commettre l'acte qu'il considérait comme le salut de la Russie. Raspoutine avait reçu le message avec un sourire énigmatique. Il s'était enquis auprès de l'impératrice de la santé d'Alexis, lui avait assuré que les prières du Seigneur veillaient sur le petit prince, puis avait annoncé son intention de se rendre chez le jeune prince Youssoupov. Alexandra, épuisée par l'angoisse maternelle et les insomnies, avait acquiescé, persuadée que Grigori, dans sa sagesse divine, savait ce qu'il faisait. Elle avait une confiance aveugle en son starets, une foi inébranlable qui ignorait les murmures du monde extérieur et les avertissements incessants de ceux qui osaient critiquer son prophète. Pour elle, chaque sortie de Raspoutine était une mission sacrée, un chemin tracé par la Providence. Il était minuit passé lorsque la calèche du prince Youssoupov s'arrêta devant l'appartement de Raspoutine. Le cocher, un homme de confiance de Félix, avait le visage figé par le froid et une anxiété mal dissimulée. Grigori émergea de l'obscurité, drapé dans son manteau de drap grossier, sa haute silhouette se découpant contre les faibles lueurs de la rue enneigée. Sa barbe hirsute et ses cheveux longs, non peignés, étaient saupoudrés de flocons de neige fraîche. Il monta dans la voiture avec une familiarité déconcertante, son odeur rustique emplissant l'habitacle capitonné. Ses yeux d'un bleu acier, perçant même dans la pénombre, semblaient sonder l'âme du cocher. Il ne dit rien, mais son silence était lourd, empreint d'une autorité naturelle qui ne nécessitait pas de mots. La calèche glissa silencieusement sur les pavés gelés, les sabots des chevaux étouffés par la neige fraîche. Les rues de Pétrograd étaient désertes, les rares lumières scintillant comme des étoiles lointaines. Le froid était mordant, un froid sibérien que Raspoutine connaissait bien, un froid qui pénétrait les os et engourdissait les sens. Mais lui, il semblait l'ignorer, absorbé dans ses pensées ou dans une sorte de méditation silencieuse. Le trajet jusqu'au palais Moïka fut court, mais pour le cocher, il parut une éternité. Le palais Moïka se dressait, massif et silencieux, ses façades classiques dissimulant une agitation fébrile. Les lumières du rez-de-chaussée étaient éteintes, donnant l'impression d'une demeure endormie. Mais à l'intérieur, dans une petite pièce du sous-sol aménagée pour l'occasion, le prince Félix Youssoupov attendait, le cœur battant à tout rompre. À ses côtés, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le député ultranationaliste Vladimir Pourishkevitch, le docteur Lazover et l'officier Soukotine se tenaient, leurs visages pâles et tendus éclairés par la seule lueur d'une lampe à pétrole. L'atmosphère était lourde d'un mélange de cognac, de fumée de tabac et d'une anxiété palpable. Félix avait préparé la pièce avec un soin méticuleux, comme un décor de théâtre. Un gramophone jouait une mélodie discrète, une romance tzigane qui devait masquer les bruits et détendre l'atmosphère. Une table basse était dressée avec des pâtisseries fines, des gâteaux au chocolat et à la crème, et plusieurs bouteilles de vin de Madère. Le docteur Lazover avait méticuleusement imprégné plusieurs de ces gâteaux de cyanure de potassium, une dose suffisante pour tuer 10 hommes. Il avait également versé du poison dans plusieurs verres de vin.
Lorsque Raspoutine fut introduit dans la pièce par Félix, il balaya les lieux d'un regard rapide, ses yeux perçants ne laissant rien échapper. Il nota l'absence des autres convives, mais ne s'en formalisa pas. « Alors, petit prince, où sont les belles dames? N'est-ce pas une soirée pour se réjouir ?» Sa voix était rauque, son sourire large, révélant des dents solides. Il dégageait une assurance brute, une présence physique presque animale qui emplissait la petite pièce. Félix, malgré sa nervosité, se força à un sourire accueillant. « Elles viendront plus tard, cher Grigori Efimovitch. Pour l'instant, c'est une soirée entre hommes, pour parler de choses importantes. Et pour déguster ces délices que ma femme a préparées spécialement pour vous. » Félix lui désigna les gâteaux. Son cœur martelait sa poitrine, un tambour assourdissant dans ses oreilles. Il se sentait à la fois repoussé et fasciné par la présence du starets. Raspoutine s'assit lourdement sur un fauteuil capitonné, son corps massif semblant absorber la lumière. Il tendit une main large et calleuse vers les pâtisseries, choisissant un gâteau au chocolat, celui que l'Azover lui avait désigné comme étant le plus fortement dosé. Il le porta à sa bouche, le mastiqua lentement, puis en prit un deuxième, puis un troisième. Félix le regardait, le souffle coupé, chaque fibre de son être tendue vers le moment où le poison ferait effet. Il s'attendait à voir Raspoutine s'effondrer, se tordre de douleur. Mais rien ne se passait. Raspoutine mangeait les gâteaux avec appétit, les yeux pétillants, comme s'il savourait chaque bouchée. « Exquis, prince Félix. Votre femme a des doigts d'or. C'est bien meilleur que les pains secs que je mange d'habitude. » Il se tourna vers la bouteille de Madère, désignant l'un des verres empoisonnés. « Un peu de ce vin pour faire passer tout ça, n'est-ce pas ?» Félix, dans un état de choc incrédule, lui tendit le verre. Raspoutine le vida d'un trait, puis un autre et un autre encore. Le cyanure, censé agir en quelques minutes, ne semblait avoir aucun effet. Pas la moindre trace de malaise, pas le plus petit signe de souffrance. Le visage de Raspoutine restait serein, ses yeux vifs. L'horreur commençait à s'insinuer dans l'esprit de Félix. C'était impossible. Le docteur Lazover avait assuré que la dose était létale. Il sentait la sueur perler sur son front, malgré le froid ambiant. Était-ce une ruse du diable? Une preuve de l'invulnérabilité surnaturelle de cet homme? Ses complices, cachés derrière un paravent, devaient partager son désarroi. Le gramophone continuait de jouer sa mélodie lancinante, une fausse note dans cette scène macabre. Raspoutine continua de converser, parlant de l'impératrice, du tsar, de la Russie, de ses visions. Sa voix était calme, posée, parfois entrecoupée de rires gutturaux. Il semblait parfaitement à l'aise, ignorant le piège mortel qui l'entourait. Félix, incapable de dissimuler son agitation, se leva, prétextant un besoin d'aller chercher d'autres convives. Il monta les escaliers, son cœur battant à la chamade, et retrouva ses complices. Leurs visages étaient des masques de terreur et d'incrédulité. « Il ne meurt pas » murmura Félix, la voix étranglée. « Le poison ne lui fait rien. C'est un démon. » Pourishkevitch, le député fougueux, était livide. « Alors, il faut le tuer autrement. » Un coup de pistolet. Dimitri, plus calme mais tout aussi déterminé, acquiesça. Félix, les mains tremblantes, sortit un revolver Browning de sa poche. Il redescendit les escaliers, le poids de l'arme lourde dans sa main. Il retrouva Raspoutine, toujours assis, toujours aussi paisible, le regard perdu dans les flammes crépitantes de la cheminée. Le gramophone jouait toujours. Félix se plaça derrière lui, le cœur tambourinant, une prière silencieuse sur les lèvres. Il leva l'arme. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le sifflement de la flamme et la musique lointaine. Il tira. Le coup de feu résonna dans la petite pièce avec une déflagration assourdissante, emplissant l'air d'une odeur âcre de poudre. Raspoutine poussa un cri rauque, un son guttural et inhumain. Il s'écroula sur le tapis, une tache sombre s'étendant rapidement sur son manteau. Félix, le revolver fumant à la main, sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était fini, le monstre était mort. Les conspirateurs, entendant le coup de feu, accoururent. Ils se penchèrent sur le corps inerte de Raspoutine. Le docteur Lazover examina rapidement le pouls. « Mort » annonça-t-il, la voix tremblante. La balle a traversé le cœur. Un soupir collectif de soulagement parcourut la pièce. Pourishkevitch laissa échapper un cri de victoire. Le cauchemar était terminé. Félix, épuisé, sentit ses genoux flancher. Il s'assit, le front ruisselant de sueur. Le poids de l'acte qu'il venait de commettre, la violence de la scène, le submergeait. Mais une étrange sensation l'envahit, une peur persistante, irrationnelle. Il ne pouvait s'empêcher de regarder le corps, comme s'il s'attendait à le voir bouger. Quelques instants plus tard, alors que les conspirateurs discutaient des prochaines étapes pour se débarrasser du corps, le silence fut brisé par un mouvement. Lentement, incroyablement, les yeux de Raspoutine s'ouvrirent. Ses pupilles dilatées fixèrent Félix avec une intensité terrifiante, un regard démoniaque qui semblait venir d'outre-tombe. Un gémissement rauque s'échappa de sa gorge. Puis, avec une force surhumaine, il se redressa, se jeta sur Félix, l'agrippant à la gorge avec une poigne d'acier. La panique s'empara des conspirateurs. Le mort était revenu à la vie. C'était un démon, une créature de l'enfer. Félix lutta désespérément, sentant l'air lui manquer, la force incroyable du starets l'étranglant. Les autres se ruèrent sur Raspoutine, tentant de le maîtriser. Mais l'homme qui ne ressentait aucune douleur semblait ignorer les coups, les chocs. Sa résilience était effrayante. Il se dégagea de l'étreinte, une fureur bestiale dans les yeux, et se rua vers la porte, vers la sortie, vers l'extérieur. Pourishkevitch, saisissant son propre revolver, tira à 2 reprises. 2 autres détonations déchirèrent l'air.
Raspoutine chancela, mais continua sa course folle, grimpant les escaliers avec une agilité surprenante pour un homme de son âge et de sa carrure. Il hurlait, des sons gutturaux qui résonnaient dans le palais silencieux, des cris de rage et de survie. Il était blessé, mais pas vaincu. Le sang coulait de ses blessures, maculant les murs du palais. Les conspirateurs, pris d'une terreur panique, le poursuivirent. Ils devaient l'empêcher de s'échapper, de révéler leur complot. L'idée que cet homme, criblé de balles et empoisonné, puisse encore courir, les glaçait d'effroi. Purishkevitch tira une 4e fois, puis une 5e. Les balles semblaient ne faire qu'égratigner sa carapace. Raspoutine atteignit la cour intérieure, le souffle court, titubant dans la neige fraîche. Il trébucha, mais se releva, ses yeux toujours fixés sur la liberté, sur la porte du jardin. C'est là que Purishkevitch, le visage déformé par la haine et la peur, le rattrapa. Il tira une dernière balle, à bout portant, dans la tête de Raspoutine. Le corps massif s'effondra lourdement dans la neige, le sang chaud contrastant violemment avec le blanc immaculé. Cette fois, il ne bougea plus. Le silence retomba, lourd, oppressant, brisé seulement par les respirations haletantes des conspirateurs. Ils se tinrent là, immobiles, observant le corps étendu dans la neige, comme s'ils s'attendaient à le voir se relever une fois de plus. La peur était encore palpable, une peur primale face à cette créature qui avait défié la mort à plusieurs reprises. Ils s'approchèrent avec prudence. Dimitri, le grand-duc, donna un coup de pied dans le corps pour s'assurer qu'il était bien mort. Aucune réaction. Leur visage était marqué par l'horreur de ce qu'ils venaient de faire, mais aussi par une étrange satisfaction. Ils avaient accompli leur mission. Ils avaient tué l'homme qui, selon eux, corrompait la Russie et la dynastie Romanov. Mais le prix à payer était lourd. Leurs mains étaient tachées de sang, leurs âmes à jamais marquées par cette nuit de violence. Ils n'avaient pas fini. Il fallait faire disparaître le corps, effacer toute trace. Ils attachèrent les poignets et les chevilles de Raspoutine avec des cordes, puis l'enveloppèrent dans un lourd drap. Le corps était étonnamment lourd, comme s'il résistait encore, même dans la mort. Ils le traînèrent à travers la cour, laissant une traînée sombre sur la neige, jusqu'au bord de la Neva. Le fleuve, gelé en surface, présentait quelques trous d'eau sombre, des ouvertures béantes dans la glace. Le froid était intense, mordant, mais les conspirateurs ne le sentaient plus, engourdis par l'adrénaline et l'horreur. Ils soulevèrent le corps, le balancèrent une dernière fois, et le jetèrent dans l'eau glacée. Un plouf lourd, puis le silence. Les eaux sombres de la Neva se refermèrent sur le corps de l'homme qui ne ressentait aucune douleur, emportant avec elles les secrets de sa vie et de sa mort. Leurs vêtements étaient trempés, leurs mains engourdies par le froid et l'effort. Ils regardèrent l'endroit où le corps avait disparu, comme s'ils s'attendaient à le voir refaire surface, à les fixer de ses yeux bleus perçants. Mais rien ne bougea, seul le vent hurlait, emportant les flocons de neige dans une danse macabre. Félix, les yeux fixés sur les eaux sombres, sentit un frisson parcourir son échine. Il avait commis l'irréparable, un acte de violence qu'il n'aurait jamais cru possible. Il avait agi par patriotisme, par désespoir, par amour pour sa patrie et pour la dynastie. Mais le fardeau de cet acte allait le hanter pour le restant de ses jours. La satisfaction du devoir accompli était mêlée à une nausée profonde. Dimitri et Purishkevitch, bien que plus endurcis, partageaient une anxiété similaire. Ils avaient cru sauver la Russie, mais ils avaient peut-être ouvert une boîte de Pandore. Le pays était au bord du gouffre, la guerre faisait rage, la faim menaçait. L'assassinat de Raspoutine, aussi nécessaire leur sembla-t-il, allait sans doute avoir des répercussions imprévues et dramatiques. Ils retournèrent au palais, laissant derrière eux le fleuve glacé et le corps englouti. Les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, jetant une lumière grise et blafarde sur les toits enneigés de Pétrograd. La ville s'éveillait, inconsciente du drame qui s'était joué dans ses murs, un drame qui allait résonner bien au-delà de ses frontières. Au palais Alexandre, l'impératrice Alexandra se réveilla avec un sentiment d'étrange vide. Elle avait rêvé de Grigori, mais le rêve était flou, indistinct. Une angoisse sourde serrait son cœur. Elle se leva, se dirigea vers sa petite chapelle privée, et s'agenouilla devant les icônes. Elle pria pour Alexis, pour Nicolas, pour la Russie. Et elle pria pour Grigori, son starets, son protecteur. Elle ne savait pas encore que l'homme qui ne ressentait aucune douleur avait été confronté à une épreuve qu'il n'avait pu surmonter, et que son absence allait la laisser seule face à un monde en pleine implosion. Le tsar Nicolas, loin sur le front, dormait mal. Les nouvelles étaient de plus en plus mauvaises, les pertes humaines insupportables. Il sentait l'empire vaciller, le trône se fissurer sous ses pieds. Il pensait à sa femme, à son fils, à la paix que Raspoutine semblait leur apporter. Il ne se doutait pas que cette paix, aussi précaire soit-elle, venait d'être brisée par un acte de violence extrême, un acte qui allait précipiter la chute de sa dynastie et la révolution. Les jours qui suivirent l'assassinat furent marqués par une agitation fébrile. Les rumeurs de la disparition de Raspoutine commencèrent à circuler dans Pétrograd. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais l'absence du starets ne passa pas inaperçue. Les conspirateurs, malgré leurs efforts pour dissimuler leurs crimes, furent rapidement soupçonnés. Le prince Yusupov, le grand-duc Dimitri, Purishkevitch, leur nom était sur toutes les lèvres. L'impératrice Alexandra, d'abord incrédule, puis dévastée, ordonna une enquête. Le corps de Raspoutine fut finalement retrouvé quelques jours plus tard, sous la glace de la Neva, à environ 200 mètres du pont Petrovski. Il était gelé, mais son visage était étrangement serein, comme s'il avait trouvé la paix dans la mort. L'autopsie révéla la présence de cyanure, mais aussi de multiples blessures par balles et des traces de coups. L'homme qui ne ressentait aucune douleur avait été torturé, empoisonné, criblé de balles et jeté dans un fleuve glacé.
Pour Alexandra, la nouvelle fut un coup dévastateur. Elle avait perdu son protecteur, son guide, son seul espoir pour Alexis. Sa douleur était immense, sa rage contre les conspirateurs sans limite. Elle voyait en leur acte non seulement un crime odieux, mais une attaque contre Dieu et contre la Russie. Elle s'enferma davantage dans son deuil et sa piété, devenant encore plus intransigeante, plus isolée. La mort de Raspoutine, loin de stabiliser la situation, ne fit qu'accélérer la désintégration de l'Empire. La famille impériale, déjà discréditée, apparut encore plus vulnérable. Les conspirateurs, qui avaient espéré sauver la monarchie, avaient en réalité coupé la dernière ancre, aussi controversée fût-elle, qui rattachait le pouvoir à une forme d'autorité, même si cette autorité était perçue comme diabolique par beaucoup. Le peuple, déjà exaspéré par la guerre, la faim et la corruption, vit dans cet assassinat un signe supplémentaire de la décadence du régime. Les rumeurs les plus folles coururent, alimentant le mécontentement général. La mort de l'homme qui ne ressentait aucune douleur marqua un point de non-retour pour la Russie. L'hiver de 1916 s'acheva sur une note lugubre, annonçant un printemps de sang et de révolution. Le rideau venait de tomber sur un acte, mais la tragédie n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Le mythe de Raspoutine, l'homme invulnérable, allait perdurer, mais son absence allait laisser un vide immense, un vide que rien ni personne ne pourrait combler au sein du pouvoir impérial russe. La dernière étoile du crépuscule tsariste venait de s'éteindre. Le corps de Grigori Efimovitch Novik, le starets, qui avait tenu l'empire russe dans le creux de sa main, fut repêché quelques jours après sa disparition, sous la glace mordante de la Neva. Gelé, tuméfié, criblé de balles et portant les marques d'une lutte acharnée, il reposait désormais sur une table d'autopsie, loin des velours et des icônes dorées du palais Alexandre. La nouvelle, d'abord chuchotée avec une excitation mêlée de terreur, se répandit comme une traînée de poudre dans Pétrograd, puis dans toute la Russie. L'homme qui ne ressentait aucune douleur avait finalement succombé. Le soulagement, pour beaucoup, fut immense, un soupir collectif d'espoir que la Russie pourrait enfin se purger de ce cancer qui la rongeait. Mais ce soulagement fut éphémère, car la mort de Raspoutine, loin d'apaiser les esprits, ne fit qu'ouvrir une brèche, un vide béant qui allait précipiter la chute inévitable. Au palais Alexandre, la réaction de l'impératrice Alexandra fut celle d'une lionne blessée, frappée au cœur. Sa douleur, déjà abyssale suite aux crises répétées de son fils Alexis, se mua en une rage froide, une indignation sainte. Pour elle, la mort de Grigori n'était pas un simple assassinat politique, mais un sacrilège, un coup porté par les forces du mal à la Sainte Russie et à sa famille. Elle refusa d'abord de croire les rapports, les qualifiant de calomnie, de machination des ennemis de Grigori. Mais la réalité, implacable, s'imposa. Son starets, son guide spirituel, l'homme qui avait le pouvoir de calmer le sang d'Alexis, était parti. Alexandra s'enferma davantage dans son isolement, son visage anguleux marqué par des heures de prière et de larmes contenues. Ses yeux d'un bleu profond, autrefois emplis d'une lueur mystique, étaient maintenant cernés de rouge, reflétant une souffrance à vif. Elle se drapa dans des robes sombres, renonça aux rares apparitions publiques, et passa ses journées dans la petite chapelle du palais, agenouillée devant les icônes, implorant la Vierge et les saints de venger l'outrage fait à son prophète. Sa foi, loin d'être ébranlée, devint plus intransigeante, plus aveugle. Elle était convaincue que la mort de Raspoutine était le signe annonciateur d'une catastrophe imminente, une punition divine pour la Russie qui avait osé rejeter son envoyé. Chaque critique, chaque murmure de mécontentement à l'égard du défunt starets était perçu comme une trahison personnelle, une attaque contre la pureté de sa propre conviction. La cour devint un lieu de suspicion, où chaque visage était scruté, chaque mot pesé, et où la moindre expression de doute pouvait entraîner la disgrâce. Le tsar Nicolas II, quant à lui, était déchiré. L'assassinat de Raspoutine, orchestré par son propre cousin et d'autres membres de l'aristocratie, était un affront direct à son autorité, une violation flagrante de la loi et de l'ordre. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange mélange de soulagement et de malaise. Le starets, avec son influence grandissante et ses frasques scandaleuses, était devenu un fardeau politique insupportable. Nicolas avait souvent été mis dans une position intenable, contraint de défendre un homme qu'il ne comprenait pas entièrement, mais dont il reconnaissait l'effet bénéfique sur son fils. Pourtant, la douleur d'Alexandra, sa rage muette, le touchait au plus profond de son être. Il aimait sa douce Alix, d'un amour inébranlable, et sa souffrance devenait la sienne. Il tenta de la consoler, de la raisonner, mais ses mots se perdaient dans le voile de son chagrin. Il ordonna une enquête approfondie, une traque des coupables, non par conviction de la sainteté de Raspoutine, mais par principe pour affirmer la souveraineté de l'État. Mais l'enquête, entravée par la complicité d'une partie de l'aristocratie et du peuple, ne donna que des résultats mitigés. Les conspirateurs, Félix Youssoupov et le grand-duc Dimitri Pavlovitch, furent exilés, mais non jugés, une mesure de clémence qui ne fit qu'attiser la colère d'Alexandra et le mécontentement de ceux qui attendaient une justice implacable. Nicolas, le cœur lourd, sentait l'empire glisser entre ses doigts, une sensation d'impuissance grandissante l'envahissant. Ses journées au quartier général du front étaient une litanie de mauvaises nouvelles, de défaites, de pertes humaines insupportables. La distance le séparait de plus en plus d'une capitale en ébullition, le laissant seul face à des décisions qu'il ne parvenait plus à maîtriser. Le tsarevitch Alexis, dans son innocence d'enfant, ne comprit pas immédiatement la portée de l'absence de Grigori. Il demanda où était passé le vieil ami, celui qui lui racontait des histoires de Sibérie et qui calmait ses douleurs. Alexandra, le visage fermé, lui expliqua que Grigori était parti rejoindre le Seigneur, qu'il veillait sur eux depuis les cieux.
Le petit prince, habitué à la fragilité de sa propre existence, accepta cette explication avec la résignation d'un enfant malade. Mais la présence réconfortante du starets, son regard apaisant, son toucher direct, lui manquaient. Les crises d'hémophilie, bien que moins fréquentes, n'avaient pas cessé. Et sans la figure rassurante de Raspoutine, chaque accès de douleur était désormais vécu avec une angoisse renouvelée par l'impératrice. Elle se sentait nue, vulnérable, privée de son bouclier spirituel. Les conspirateurs, Félix Youssoupov, Dimitri Pavlovitch et Vladimir Pourishkevitch, avaient cru sauver la Russie. Après le meurtre, une euphorie passagère les avait envahis, l'impression d'avoir accompli un acte héroïque, un sacrifice nécessaire. Mais cette euphorie fut de courte durée. L'exil, pour Youssoupov en Crimée et pour Dimitri en Perse, fut une peine légère, mais suffisante pour les éloigner du centre du pouvoir. Pourishkevitch, lui, continua ses diatribes enflammées, mais son influence diminua rapidement à mesure que le pays s'enfonçait dans le chaos. Leurs espoirs de voir la monarchie se redresser après la disparition du « diable » furent cruellement déçus. Loin d'apaiser les tensions, la mort de Raspoutine avait au contraire enlevé la dernière soupape de sécurité, le dernier fusible qui, aussi controversé fût-il, permettait de canaliser une partie du mécontentement populaire. Car la Russie, en cet hiver de 1916 à 1917, était une cocotte minute sur le point d'exploser. Le front de l'Est était un gouffre engloutissant des millions de vies, la défaite s'annonçait inéluctable. À l'arrière, la famine menaçait les grandes villes, les files d'attente devant les boulangeries s'allongeaient sous le froid mordant. Le charbon manquait, les transports étaient désorganisés. Les usines tournaient au ralenti, les ouvriers, épuisés et affamés, commençaient à gronder. Les soldats, démoralisés et mal équipés, désertaient par milliers. Le prestige du tsar et de la famille impériale était au plus bas, sapé par des années d'incompétence, de corruption et, surtout, par l'influence scandaleuse de Raspoutine. Le peuple avait perdu confiance en ses dirigeants, et la mort du starets, loin de restaurer cette confiance, ne fit que souligner la faiblesse du régime. En février 1917, le vent de la révolution commença à souffler sur Pétrograd. Ce ne fut pas une révolution orchestrée par des intellectuels ou des partis politiques, mais une explosion spontanée de colère et de désespoir. Des femmes affamées manifestèrent dans les rues, réclamant du pain. Elles furent rejointes par des ouvriers en grève, puis par des soldats qui refusèrent de tirer sur la foule. Les régiments se mutinèrent, les drapeaux rouges apparurent. Le palais d'hiver, symbole de l'autocratie, fut pris d'assaut. La nouvelle parvint à Nicolas II alors qu'il était en route pour Tsarskoïe Selo, tentant de regagner sa famille. La réalité était brutale, la capitale était aux mains des révolutionnaires. Dans la solitude de son wagon impérial, Nicolas, les yeux rivés sur le paysage enneigé qui défilait, se sentait étrangement apaisé par la certitude de la fin. Le fardeau de l'Empire, le poids de la couronne, allait enfin être déposé. Il était un homme de famille avant tout, un mari et un père. La perspective de retrouver Alix et les enfants, loin des intrigues et des responsabilités écrasantes, lui parut presque douce. Le 2 mars 1917, sous la pression de ses généraux et des membres de la Douma, Nicolas II signa son acte d'abdication, renonçant au trône pour lui et pour son fils Alexis. Il le fit avec une dignité résignée, convaincu que ce sacrifice sauverait la Russie. Il ne savait pas que c'était déjà trop tard. Le palais Alexandre, jadis forteresse de l'autorité impériale, devint une prison dorée. Alexandra et ses enfants furent placés en résidence surveillée. Les jours s'écoulaient, lourds et monotones, rythmés par la lecture, les prières et les jeux des enfants. Alexis, toujours fragile, était un rayon de soleil dans cette obscurité. Nicolas les rejoignit et la famille se retrouva unie, mais coupée du monde, observée par les gardes, leur destin suspendu à la merci du nouveau gouvernement provisoire. Les mois passèrent. L'été de 1917 apporta son lot de chaleur et de nouvelles angoisses. La situation en Russie ne s'améliorait pas. Le gouvernement provisoire peinait à restaurer l'ordre, la guerre continuait, et les bolcheviks, sous la direction de Lénine, gagnaient du terrain. La présence de la famille impériale à Tsarskoïe Selo devenait un problème, un symbole de l'ancien régime qui pouvait attiser la contre-révolution. En août, la famille fut transférée à Tobolsk, une ville isolée de Sibérie, un voyage éprouvant qui les éloigna encore plus de tout espoir de salut. La Sibérie, le berceau de Raspoutine. Ironie du sort, la famille impériale se retrouvait dans la terre natale de l'homme qu'elle avait tant vénéré, puis dont la mort avait précipité sa propre chute. Les conditions de leur captivité s'aggravaient. Le froid mordant de l'hiver sibérien, les privations, l'incertitude de leur sort pesaient sur les Romanov. Alexandra, toujours aussi pieuse, trouvait du réconfort dans la foi, lisant des passages de la Bible à ses enfants, tentant de leur insuffler courage et résignation. Nicolas, lui, tenait un journal, notant les détails de leur vie quotidienne, les jeux d'Alexis, les promenades dans le jardin clôturé. Il restait digne, un homme qui avait accepté son destin avec une sérénité presque déroutante. Pendant ce temps, la Russie basculait dans l'abîme. La révolution d'octobre vit les bolcheviks prendre le pouvoir, installant un régime radical qui allait changer la face du monde. Le sort des Romanov était scellé. Pour les bolcheviks, ils étaient des symboles de l'oppression tsariste, des ennemis de la révolution. Leur survie était une menace. En avril 1918, la famille fut à nouveau transférée, cette fois à Yekaterinbourg, dans la maison Ipatiev, une demeure réquisitionnée, transformée en prison. C'était un lieu sinistre, aux fenêtres peintes, aux portes verrouillées, où chaque mouvement était surveillé, chaque conversation écoutée. Alexis, affaibli par une nouvelle crise d'hémophilie, peinait à marcher.
La peur, une peur froide et constante, s'insinuait dans les cœurs des Romanov. Ils comprenaient que leur fin était proche. La nuit du 16 au 17 juillet 1918, un peu plus d'un an et demi après la mort de Raspoutine, la tragédie atteignit son paroxysme. Au milieu de la nuit, la famille impériale fut réveillée par les gardes et conduite au sous-sol de la maison Ipatiev, sous prétexte d'un transfert imminent. Dans cette pièce vide et froide, éclairée par une seule ampoule vacillante, ils furent alignés, le tsar, l'impératrice, leurs 4 filles, et Alexis, le petit tsarévitch porté dans les bras de son père. Le silence était oppressant, brisé seulement par le halètement d'Alexis. Un officier bolchevique lut un bref communiqué, les accusant de crimes contre le peuple russe. Puis, sans autre forme de procès, l'ordre fut donné. Les coups de feu retentirent, brisant le silence, perçant la chair, emplissant la pièce d'une odeur de poudre et de sang. Nicolas fut le premier à tomber, puis Alexandra, ses filles, et enfin le petit Alexis, qui, malgré les balles, continuait à gémir, montrant une résilience tragique jusqu'à ce que les baïonnettes ne mettent fin à sa jeune vie. L'homme qui ne ressentait aucune douleur était mort dans la glace de la Neva, et la famille qui avait cru en lui, qui s'était accrochée à son charisme comme à une bouée de sauvetage, périt dans la violence aveugle d'une révolution qu'il n'avait pu empêcher. Le destin de Raspoutine, et celui des Romanov, fut désormais lié pour l'éternité dans les annales de l'histoire. Sa mort, loin de sauver la monarchie, avait en réalité enlevé la figure, aussi controversée soit-elle, qui avait maintenu un semblant de stabilité autour du trône. Alexandra, privée de son starets, avait sombré dans un désespoir qui l'avait rendu encore plus inefficace et isolé. Nicolas, incapable de prendre des décisions fortes sans l'approbation de son épouse, s'était retrouvé encore plus seul et impuissant face aux forces déchaînées de la révolution. Le vide laissé par Raspoutine ne fut pas comblé par un renouveau de l'autorité impériale, mais par le chaos et la violence. Le mythe de Raspoutine, l'homme invulnérable, l'homme qui ne ressentait aucune douleur, perdura bien au-delà de sa mort. Il devint une figure légendaire, un symbole des contradictions de la Russie, de son mysticisme profond et de sa brutalité. Pour certains, il fut un saint, un prophète, un martyr. Pour d'autres, un démon, un charlatan, le fossoyeur de l'Empire. Sa capacité à survivre au poison, aux balles, au froid, ne fit qu'alimenter sa légende, le transformant en une figure quasi immortelle dans l'imaginaire collectif. Sa mort, violente et mystérieuse, contribua à son aura, le rendant plus grand, plus puissant dans la mémoire populaire qu'il ne l'avait peut-être été de son vivant. Les conspirateurs, quant à eux, vécurent des vies diverses. Félix Youssoupov et son épouse Irina s'exilèrent à Paris, où ils vécurent dans un luxe relatif, hantés par leur acte. Félix publia ses mémoires, racontant sa version de l'assassinat, cherchant à justifier son geste comme un acte patriotique. Il mourut en 1967, emportant avec lui les détails intimes de cette nuit fatidique. Le grand-duc Dimitri Pavlovitch, après son exil, servit dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, puis vécut également en exil, mourant en Suisse en 1942. Vladimir Pourishkevitch, le député, continua son combat contre les bolcheviks, mais son influence déclina rapidement. Il mourut du typhus en 1920. Aucun d'entre eux ne put jamais affirmer avoir sauvé la Russie. Au contraire, leur acte fut une étincelle de plus dans la poudrière russe. Le souvenir de Raspoutine, de son regard hypnotique, de sa voix rauque, de son influence étrange, continua de hanter les esprits. Il fut l'incarnation d'une Russie à la fois sainte et profane, mystique et brutale, un miroir des tensions et des contradictions d'une époque. Sa vie et sa mort furent un prélude au drame immense qui allait engloutir la Russie, un drame dont les échos résonnent encore aujourd'hui. L'homme qui ne ressentait aucune douleur avait, paradoxalement, semé les graines d'une souffrance incommensurable pour la dynastie qu'il prétendait servir, et pour la nation qu'il avait, à sa manière, tenté de guider. Son héritage fut celui d'un catalyseur, une figure clé dans la chute d'un empire, un homme dont la présence, puis l'absence, furent des forces irrésistibles, façonnant le destin d'une nation au bord du précipice. La dernière étoile du crépuscule tsariste s'était éteinte avec lui, et l'obscurité s'était abattue sur la Russie.